Bonjour à tous et merci d'être présents pour assister à ce webinaire consacré à la mise à jour du document unique du fait de l'épidémie actuelle liée au Covid-19. Je suis Bénédicte Nicolas, dirigeante et consultante de la société Vacom à Lens. Avant de commencer, je vais vous présenter Vacom en quelques mots. Alors, Vacom est un réseau national de 39 implantations regroupant 75 consultants professionnels passionnés par leur métier. L'ambition de Vacom est d'accompagner les dirigeants, les managers et les collaborateurs des entreprises dans des démarches de ressources humaines autour de 6 activités. Nous intervenons donc en conseil, en organisation RH, nous formons en management, en performance commerciale, en qualité de vie au travail et en développement professionnel. Nous réalisons les bilans de l'orientation professionnelle. Nous vous accompagnons aussi en recrutement et en évaluation professionnelle. Et nous réalisons des prestations de coaching, comme nous donnons des conférences. L'objectif de nos accompagnements est de permettre à chacun d'améliorer son efficacité individuelle pour une meilleure efficacité collective et plus de performance durable dans les organisations. Ce qui nous ramène au sujet de ce webinaire, puisque actualiser son document unique consiste à suivre une démarche d'évaluation des risques professionnels et à mettre en place des mesures de prévention et de réduction des risques, mesures qui contribuent à plus d'efficacité dans l'entreprise. Alors, nous allons maintenant commencer le webinaire. Concernant les modalités, le webinaire va durer 40 minutes avec 30 minutes de contenu et 10 minutes de questions-réponses. Au sommaire, je vous propose de voir pourquoi et comment actualiser votre document unique. Puis, nous nous concentrerons sur l'actualisation en lien avec le Covid-19 et les situations de travail particulières. Enfin, nous terminerons sur l'importance de réaliser un retour d'expérience et 2-3 informations utiles à savoir pour votre mise à jour. Alors, indépendamment de la crise sanitaire que nous vivons, l'actualisation du document unique doit être réalisée régulièrement. Pour mémoire, je vous rappelle que le document unique est encadré par la loi aux articles L4121-1 et suivants du Code du travail. Donc, ce document permet à l'employeur de transcrire par écrit les résultats de sa démarche d'évaluation des risques professionnels pour preuve de sa capacité à assurer un environnement sécurisé à ses collaborateurs. Ce document est obligatoire dès le premier salarié embauché. Tout comme son élaboration, sa mise à jour est encadrée par la loi. Indépendamment de la crise sanitaire que nous vivons, vous devez, au minimum, mettre à jour votre document unique une fois par an. En cas de manquement à ces obligations, l'employeur est responsable au civil comme au pénal en fonction de la gravité de l'infraction. Enfin, il convient de rendre disponible le document unique à toute personne interne ou externe de l'entreprise qui en fait la demande et donc de l'utiliser comme un support d'information et de sensibilisation de la prévention santé-sécurité au travail. En France, l'obligation générale de sécurité incombe à l'employeur. Alors, l'objectif inscrit dans la loi est de conduire l'employeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail. Dès lors, la mise à jour du document unique aura lieu dès que le changement de circonstances dans les conditions de travail oblige à adapter les mesures de prévention habituelles. Alors, les changements peuvent être un projet d'aménagement, comme un aménagement de locaux ou un aménagement des conditions de travail, des informations complémentaires comme celles liées à l'utilisation d'une machine ou à l'usage de produits, un accident de travail. Dans ce cas, la mise à jour doit être faite immédiatement et systématiquement. Une situation de crise, et ce que nous vivons aujourd'hui est une crise sanitaire qui nous oblige à vérifier si les mesures de prévention prises sont suffisantes ou si elles doivent être adaptées ou complétées. Alors, actualiser, de quoi s'agit-il? C'est prendre en compte les dommages qui se sont produits et vérifier que des mesures de prévention adéquates ont été prises ou sont en train d'être prises.
C'est aussi anticiper les dangers potentiels en vérifiant si des mesures de prévention habituelles peuvent être appliquées ou s'il faut en mettre en place. Nous allons voir maintenant comment actualiser son document unique. Pour son élaboration, la mise à jour du document unique est l'aboutissement d'une démarche d'évaluation des risques professionnels en 6 étapes. Tout d'abord, il faut commencer par recenser toutes les activités exercées par les collaborateurs. Puis, identifier les risques associés à ces activités. Dans un troisième temps, vous allez évaluer les risques pour déterminer lesquels traiter en priorité. Suite à quoi, vous allez élaborer une proposition de plan d'action pour réduire ces risques. Vous mettrez ensuite en œuvre votre plan d'action pour finir par suivre et mettre à jour votre document unique dans l'objectif de l'amélioration continue de votre démarche de prévention. Alors, comme le document unique, le plan d'action peut se présenter sous la forme d'un tableau Excel qui va reprendre les différentes étapes de votre démarche de prévention. Alors, tout d'abord, l'inventaire des activités exercées dans l'entreprise en indiquant à quelle fréquence les collaborateurs exercent l'activité et si le dommage doit être différencié selon qu'on est un homme ou une femme. Ensuite, l'identification des risques en indiquant le danger, les risques associés et les dommages conséquences si le risque venait à se produire. Puis, l'évaluation de chaque risque avant de proposer toutes les actions visant à réduire ce risque et ses modalités de mise en œuvre. Alors, pour le plan d'action, pour chaque action visant à réduire le risque, il faudra que vous y mettiez un libellé, une date de réalisation prévisionnelle, le nom de la personne responsable de la réalisation de l'action et la date de réalisation effective. Il faudra également que vous planifiez ces actions de réduction des risques dans 5 domaines. Donc, le domaine homme, pour ce qui est de la sensibilisation, de la formation de vos collaborateurs et de leur information. Le domaine technique, en lien avec les machines, leur installation, l'utilisation des outils et des produits utilisés. Le domaine organisation, pour ce qui concerne les vérifications techniques, les périodes et plages horaires d'intervention, le nombre d'intervenants sur l'activité, les consignes et les modes opératoires liés à l'activité. Le domaine protection collective et le domaine protection individuelle pour sécuriser et protéger les travailleurs sur leur lieu de travail. La finalité du plan d'action est de mettre à jour votre document unique. Une fois que la réalisation d'une action de réduction des risques est définitive, il faudra mettre à jour le document unique qui reprend les étapes de la démarche de prévention, à savoir ici entouré l'inventaire des activités, puis l'identification des risques associés, l'évaluation de ces risques, les mesures de prévention prises pour réduire ces risques, celles qui sont en place, leur mise en œuvre qui permet de réduire leur criticité qui doit être suivie et mise à jour en cas de changement des circonstances. C'est l'étape 6 de votre démarche de prévention des risques. Alors, concernant l'actualisation en lien avec le Covid-19, celle-ci est nécessaire car nous sommes face à une crise sanitaire. Cette actualisation permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates. Il s'agit ici d'identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus Covid-19 peuvent se trouver réunies et les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l'entreprise, à savoir des aménagements de locaux spécifiques, l'affectation sur un nouveau poste de travail, le télétravail. D'ailleurs, dès les premières annonces présidentielles, vous avez mis en place des actions de prévention immédiates, comme appliquer les gestes barrières, distancier les contacts entre les personnes,
Fournir des moyens d'hygiène comme du gel hydroalcoolique, du savon, des gants, des masques, du papier à usage unique. Vous avez également réorganisé le travail en affectant sur de nouveaux postes ou en plaçant vos collaborateurs en télétravail ou en activité partielle. L'idée ici est d'intégrer immédiatement ces actions dans la colonne « Prévention en place » de votre document unique. L'objectif étant de pouvoir réduire les risques de contagion à travers des actions de prévention, d'information, de formation de vos collaborateurs et de mise à disposition de moyens adaptés. Dans la situation actuelle de confinement, mais aussi en prévision du retour à la normale en fonction des consignes qui seront passées par le gouvernement. La difficulté en cette période est de s'adapter au fur et à mesure des informations transmises par le gouvernement. Donc, dans un premier temps, il est important d'organiser une veille sur le Covid-19 en suivant l'actualité, en analysant l'évolution de la situation et en prenant en compte les messages des autorités. Ensuite, vous allez identifier les situations de travail, celles où les conditions de transmission de la maladie sont réunies, mais aussi celles où les conditions de travail nécessitent un aménagement spécifique. Enfin, vous allez faire l'inventaire des mesures de prévention déjà en place, comme celles à mettre en place dans la situation actuelle et celles à anticiper en vue du confinement. Alors, situation de travail, nous allons maintenant passer à la revue de ces situations de travail en commençant par celles où les conditions de transmission sont réunies, à savoir les situations de travail avec contact avec le public. Dans les situations de contact avec le public, il faudra distinguer celles où le contact sera bref de celles où le contact sera prolongé et proche. Alors, voyons déjà les situations où le contact est bref, comme la livraison d'un colis chez le particulier ou en entreprise. Les mesures seront particulières selon que vous êtes société de transport ou entreprise destinataire du colis. En ce qui concerne la société de transport, les mesures de prévention peuvent être les suivantes. Donc, l'application des gestes barrières, le lavage des mains au gel hydroalcoolique avant et après la livraison du colis, le dépôt du colis devant la porte pour éviter les contacts directs, comme la signature du bon par le livreur devant le client. Les mesures prises par l'entreprise destinataire, elles, seront l'application des gestes barrières également, faire respecter le principe de distanciation entre les collaborateurs ou entre le livreur et le réceptionnaire, organiser la venue en amont des livreurs à raison d'une livraison à la fois, signaler et obliger le lavage des mains avant l'accès à l'entreprise et ne pas passer les colis de la main à la main pour éviter les contacts directs. Alors, pour l'entreprise destinataire, la mise à jour du document unique pourra être faite immédiatement si des mesures de prévention sont déjà en place, comme celle-ci par exemple. Appliquer les gestes barrières, respecter les principes de distanciation, acheter et mettre à disposition du savon, du gel hydroalcoolique. Pour les autres actions, il faudra mettre en place un plan d'action suivi et mettre à jour votre document unique une fois que ces actions auront été réalisées. C'est-à-dire qu'une fois qu'une date aura été placée dans la dernière colonne de votre tableau plan d'action. Alors maintenant, voyons les situations de contact avec le public, contact prolongé et proche. Donc, ces situations concernent essentiellement les salariés des commerces alimentaires, des stations-service, des banques, des bureaux de tabac ou encore des distributeurs de presse. Dans le cas d'un commerce, si nous explorons les 5 domaines organisation, technique, hommes, protection individuelle, protection collective, les mesures de prévention seraient les suivantes. Dans le domaine organisation, nous pourrions définir des plages horaires réservées à l'accueil des seniors. Dans le domaine technique, installation d'écrans de protection en plexiglas au niveau des caisses.
Privilégier les paiements automatiques, donc la carte bancaire sans contact, les monnayeurs de caisse. Retirer la documentation à disposition de la clientèle qui sera à feuilleter et à lire. Fournir des produits nettoyants. Dans le domaine homme, on aurait limité le nombre de clients simultanés dans le magasin, respecter les distances entre clients et salariés, faire respecter les distances entre clients et clients, nettoyer régulièrement les surfaces de contact comme les comptoirs, les TPE, les ordinateurs, privilégier l'usage des caisses automatiques et bien sûr éviter les contacts physiques. En protection individuelle, on aurait la fourniture de gants, de masques médicaux, alors qu'en protection collective, ce serait acheter du scotch de marquage et identifier les distances à respecter au sol pour faire respecter les principes de distanciation entre clients. Alors, l'autre situation de travail à considérer, c'est celle du télétravail ou plutôt du travail confiné, puisque ce n'a pas été un choix de la part de vos collaborateurs, mais une décision unilatérale de l'employeur prise à la demande du gouvernement. Les risques qui sont liés au télétravail sont avant tout des risques psychosociaux relatifs à l'isolement, à l'hyperconnexion, à la gestion de l'autonomie, à l'équilibre vie pro-vie perso et au suivi de l'activité. Alors, concernant le télétravail, 3 axes sont à considérer pour les mesures de prévention. On a d'abord l'axe du collaborateur en télétravail. Ensuite, on a l'axe du manager de proximité. Et enfin, on a l'axe de la direction d'entreprise. Au niveau du collaborateur, les mesures préconisées sont la création d'un espace de travail dédié, un poste de travail ergonomique en privilégiant table et chaise pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Une organisation dans le travail en veillant à respecter des horaires définis et des pauses régulières et en planifiant et en anticipant les tâches liées à son activité. Il faut aussi veiller à mettre en place des règles du jeu avec ses collègues et son manager. Et enfin, gérer les priorités avec le manager. Au niveau du manager de proximité, celui-ci a un rôle à jouer pour réduire les risques psychosociaux. Il devra être vigilant à avoir des contacts réguliers avec la direction afin d'adapter l'activité, observer le droit à la déconnexion, adapter les objectifs et le suivi d'activité en fonction des contraintes du collaborateur quant à sa connexion et à sa situation personnelle pendant le confinement. Il devra aussi veiller à organiser des points individuels et des points collectifs réguliers pour maintenir le lien avec son équipe. Il faudra mettre en place aussi des rites pour maintenir une certaine dynamique et surtout ne pas oublier les non-télétravailleurs restés sur site et ceux en activité partielle. Au niveau de la direction d'entreprise, celle-ci veillera à accompagner le manager de proximité dans sa mission à distance, à assurer une assistance à distance des outils informatiques et de communication, à réviser les objectifs pour les adapter à la situation de confinement et éviter de mettre sur les collaborateurs une pression inutile, source de stress et de moindre efficacité. Pour revenir sur les règles du jeu entre collègues, je souhaite faire ici un éclairage particulier sur le bon usage des moyens de communication. La transmission d'un message passe à la fois par les mots, par l'intonation et par le non-verbal supportant plus de la moitié du message à transmettre. Donc, il est donc important à distance d'arbitrer sur le choix du média selon le sujet, son importance et sa sensibilité. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer un mail, utiliser le chat ou téléphoner? De même, il est important de concentrer les mails, ces messages mails, à un même destinataire plutôt que de lui envoyer au fil de l'eau, ce qui est source de stress. Et puis, il faut veiller à relire ces mails avant de les envoyer, car cela permet de mesurer l'impact qu'ils vont avoir sur ceux qui vont les recevoir. Enfin, pour finir, il faut réfléchir à l'utilité et à la pertinence de multiplier le nombre de destinataires en copie
pour limiter le nombre d'interférences sur un sujet. Avant de conclure, votre actualisation n'aura de sens que si vous êtes capable d'analyser un retour d'expérience. Cette pause forcée dans notre vie a été brutale et il a fallu nous adapter de manière quasi immédiate en créant de nouveaux repères familiaux et professionnels. Force est de constater que nous y sommes arrivés et il serait illusoire de croire que nous reviendrons à la vie d'avant quand nous sortirons du confinement. Je vous invite donc à transformer cette situation contrainte en opportunité en commençant par tirer les enseignements de tout ce que vous avez mis en place dans votre organisation, à analyser ensuite les apports et les difficultés auxquels vous avez fait face, de sorte à faire évoluer vos pratiques pour mettre en place de nouveaux modes de travail en intégrant ce qui aura bien fonctionné. L'intérêt pour l'employeur est de montrer à ses collaborateurs sa capacité à leur assurer un environnement sécurisé et de leur permettre de travailler en toute confiance sans mettre en danger leur intégrité physique et mentale. Finir, 2-3 informations complémentaires à prendre en compte dans l'actualisation de votre document unique. L'employeur est le seul responsable de la rédaction et de la mise à jour du document unique. Toutefois, il peut associer les acteurs internes de l'entreprise, à commencer par les salariés eux-mêmes, mais aussi le comité social et économique, et associer également les acteurs externes, comme le médecin du travail et les intervenants à risque professionnel, dont l'expertise sera utile à une évaluation des risques exhaustive. Pour finir, n'oubliez pas de répercuter toutes vos mesures de prévention à vos prestataires de services, comme les sociétés de nettoyage, les sociétés de sécurité, sociétés de gardiennage. Alors, pour aller plus loin, je vous invite à consulter également le site de l'Institut national de recherche et de sécurité, ainsi que le site du ministère du Travail qui met à jour régulièrement toutes les informations sur la prévention en lien avec le Covid-19. Ma présentation est maintenant terminée. Avez-vous des questions? J'ai TL partenaire, document unique et télétravail, comment en tenir compte? Le document unique concerne le cadre du lieu de travail dans les locaux de l'entreprise uniquement. Il n'y a pas lieu de s'immiscer dans le cadre privé du salarié. Alors, en fait, ici, vous n'allez pas prendre en compte l'aménagement physique de l'habitation du salarié. Par contre, le télétravail peut engendrer des risques psychosociaux et l'employeur est dans l'obligation en fait d'assurer une sécurité physique et mentale de ses collaborateurs. Donc, si un collaborateur se retrouve en détresse mentale parce que le télétravail, le travail à distance, qui l'isole en fait de ses collègues ou alors pour lequel il a du mal à mettre en place une routine, à organiser son travail, à gérer son temps, là, vous êtes responsable. Il faut pouvoir l'aider, l'informer, peut-être le former à travailler à distance. Alors pour les TPE, peut-on faire appel à un prestataire externe pour la rédaction du document unique? Oui, vous êtes libre de faire appel à tout prestataire externe pour vous aider à rédiger votre document unique, sachant qu'une fois qu'il aura été élaboré, il n'y a pas réellement d'organisme de validation de votre document unique, mais il faudra le soumettre peut-être à votre médecin du travail ou à tout organisme qui peut vous aider à vérifier s'il a été rédigé correctement pour, comment dire, au final le faire signer par l'employeur, puisque c'est l'employeur qui est responsable de ce document unique. Alors, Covid et maladies professionnelles. Alors, ça, c'est plutôt en lien avec l'actualité. De ce que j'ai pu voir dernièrement, notre ministre du Travail, qui s'appelle Olivier Véran, voilà, a annoncé que
le personnel soignant qui aurait été contaminé par le Covid-19. Le Covid-19, en fait, serait reconnu comme maladie professionnelle pour les soignants uniquement aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que pour les soignants, c'est que l'imputabilité serait automatique. On ne chercherait pas à savoir dans quelles circonstances le soignant aurait été contaminé. On partirait du principe qu'il a été dans l'exercice de sa fonction. Pour les autres travailleurs, donc ceux qui ne sont pas soignants, la procédure reste classique, à savoir la saisine d'un comité médical qui arbitrera sur l'imputabilité en fait de la contamination comme maladie professionnelle. Il faudra démontrer effectivement si il faudra qu'il y ait une démonstration que la maladie a bien été contractée dans l'exercice de sa profession pour qu'elle soit considérée comme une maladie professionnelle. Donc aujourd'hui, on a quand même l'Académie de médecine qui milite en fait pour que d'autres professions, notamment ceux qui ont travaillé au fonctionnement indispensable du pays, puissent être intégrés comme les soignants sur cette imputabilité automatique et la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle. Alors, effectivement, je confirme ce que Mailleux, alors excusez-moi, je pense que c'est que votre nom, donc je suis désolée, je n'ai pas votre prénom. Donc, effectivement, vous pouvez faire valider votre prénom, document. C'est Eric. Eric, merci Eric. Donc Eric nous dit que la rédaction et le contrôle de validité du document unique peut se faire par un IRP qui est désigné et assuré pour cela. Donc les IRP, je pense qu'ils sont, certifiés par la Directe pour ce genre de validation. Ils sont habilités. Habilité. Pour une durée de des habilitations par région, oui. Par région pour une durée de 5 ans. Voilà. Mais sur un dossier qui est un peu complexe, il n'y a pas tant d'IRP que ça. Voilà. Ok, très bien. Je vous remercie. Alors, Fanny qui demande quels conseils pouvez-vous nous donner pour adapter notre stratégie de déconfinement? Exemple, télétravail partiel. Alors là, Fanny, ça va être difficile de vous répondre parce que je ne connais pas votre contexte professionnel. Je ne sais pas comment vous êtes organisé aujourd'hui. Là, je dirais que ça rentre dans le cadre d'activités auxquelles vous devez réfléchir. Donc, rassembler en visioconférence, en réunion, toutes les collaborateurs qui peuvent vous aider à mettre en place votre stratégie de déconfinement. Donc, que ce soit à partir du dirigeant et puis les ressources humaines, les délégués du personnel, les responsables, les chefs de service. Ça, c'est à vous de réfléchir ensemble à comment vous allez vous y prendre en fonction de votre propre organisation. Donc, à partir de combien de salariés l'employeur doit-il rédiger un des documents uniques? Dès le premier salarié embauché. Et j'ai de nouveaux messages. Un nouveau message d'Eric qui nous dit que pour être en maladie professionnelle, le Covid devra au préalable être repris par un des tableaux CARSAT. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Je remonte dans le J'ai fil. une question par rapport à la mise à jour du document unique. Vous avez écrit stricto sensus dans le document unique le terme Covid-19. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt opportun pour les entreprises de réfléchir à une mise à jour du document unique dans le cadre je vous entends du plus, Lise. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plutôt opportun pour les entreprises de réfléchir à une mise à jour du document unique sous le terme Alors, Lise, je suis désolée, je vous entends pas. Est-ce qu'il vous est possible? Vous ne pouvez pas taper le message, vous, si c'est ça. Et non. Oui, attendez, bougez pas. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Non, pas du tout. Nous, on vous entend.
Ah, là, vous m'entendez. Donc, ma question, c'est est-ce que... C'est bon? Allez-y, je vous écoute, Lise. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt opportun de mettre à jour le document unique en intégrant le risque plutôt que de le spécifier Covid-19, puisque peut-être que dans 3 ans, on ne parlera plus du risque Covid-19, on parlera du risque pandémie, et de prendre expérience sur ce qui nous arrive aujourd'hui pour intégrer un risque plus générique dans ce document unique et du coup faire appel à des mesures qu'on serait en capacité de réactiver face à une future crise qu'on pourra peut-être vivre dans les mois, semaines, jours, années à suivre. Oui, bien sûr. Alors là, il s'agit en fait, vous allez l'intégrer dans les risques qui sont liés aux risques biologiques ou biotechnologiques. Donc, très clairement, on pourrait se retrouver face à une contamination massive de gastro-entérite dans une entreprise qui fait des collaborateurs sont en arrêt de travail. Pour autant, ça change les circonstances normales du travail dans l'entreprise. Donc, comment on fait face, par exemple, à ce type d'événement? C'est exactement, on est dans ce cadre-là. Est-ce que je réponds à votre question ou pas? Oui, parce que clairement, au quotidien, pour un employeur, c'est compliqué de tenir à jour son document unique à chaque revirement de situation. Donc, je me dis qu'en intégrant un risque plus générique et en se disant qu'à chaque fois qu'il y a un risque de ce type-là, on fait une adaptation des consignes par fiche réflexe, consigne particulière, note de service, peu importe, ça peut peut-être enlever un peu de lourdeur au système réglementaire qui est peut-être difficile pour certaines petites structures de maintenir à jour et de se reposer à chaque fois toutes les questions de la cotation, etc. Oui, bien sûr. Bien sûr, sachant que là, aujourd'hui, on est face à un virus pour lequel il n'y a pas de vaccin, pour lequel le confinement, la seule solution que le gouvernement a trouvée pour éviter une contamination massive a été de nous placer en confinement forcé. Donc, on est vraiment sur de la mesure ultra exceptionnelle. Mais et qu'il faut quand même intégrer aujourd'hui dans votre document unique. Combien même il y a des mesures de prévention qui pourraient s'appliquer tout aussi bien en cas d'épidémie, comme je vous disais, de gastro-entérite ou de grippe ou de toute autre maladie virale. Est-ce que c'est bon pour vous, Lise? Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, oui, Vincent? Non, ça va, c'est bon. Ah, d'accord. Je voyais votre nom s'afficher, c'est pour ça. Ok, très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Je suis encore désolée de comment s'est passé le défilement des slides, mais quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir été attentif. Avant de vous quitter, dois vous faire part de plusieurs webinars qui vont avoir lieu, qui vont être établis menés, assurés par d'autres collègues du réseau Vacom. Donc, vous avez la slide qui s'affiche ici à l'écran. Donc, on a 5 webinars à venir d'ici le 7 mai sur des thématiques comme le management à distance, le coaching, les bilans de compétences et aussi comment faire de cette période très anxiogène une véritable opportunité pour le management post-confinement. Donc, je vous invite vivement à vous inscrire à ces webinars, soit via le site internet de Vacom, soit en nous suivant sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Facebook, Vacom, le sens de l'humain. Mais écoutez, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne journée. Alors, malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer dans la présentation, n'hésitez pas à me laisser un petit témoignage sur ma page LinkedIn ou sur ma page Facebook. Je vous en remercie. Et pour répondre à Dominique, oui, vous allez avoir la présentation. Je vous transférerai le lien dès qu'on aura terminé.
et dès que j'aurai récupéré le lien auprès de ma productrice. Merci à vous et très bonne journée. Et surtout, continuez à bien prendre soin de vous et à mettre à jour votre document unique. Merci, au revoir.